Hello, ladies and gentlemen, viewers of the African Television, and welcome to yet another edition of Health Update on the African Television. My name is Diana Joyce Ngwang, and I am pleased, like every other weekend, to count you amongst our numerous viewers. And today, ladies and gentlemen, we are talking about issues pertaining particularly to ladies. But it is not excluded that the gentlemen listen to, and we are receiving a doctor. He is the ladies' doctor. He calls his patients les ladies. And we will be seeing him on our set today. He will talk to us about vaginal health, what to do to maintain your vagina in good health. How do you know that it is in good health? If it is not, how you should fix the problem, if at all there is a problem, for it not to have worse consequences or for consequences not to ensue. We are going to meet him on our set, but that will only be after the transition. Welcome back. And if you are just joining us, I was telling at the beginning of the program that today we are receiving a ladies' doctor. He is a gynecologist. You may have guessed it. And if you did, you guessed right. And if you have been on Facebook or other media or social media networks, you surely know him. I will not say his name, but he calls his patients the ladies. Good morning, doctor, and welcome. Bonjour à vous. How are you? Je vais bien, merci. Et vous-même? Je vais bien, merci aussi. I will let you introduce yourself so that I don't squash your pedigree. Ouais, ok. Je suis le docteur Steve Anangue, résident en gynécologie et obstétrique à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1 en fin de formation. D'accord. Aujourd'hui, donc, nous parlons de la santé vaginale. Oui. Comment savoir qu'un vagin est en bonne santé? Pourquoi il est important de parler ouvertement de la santé vaginale? Pourquoi est-ce que c'est important pour les patientes, surtout les patientes camerounaises? Oui, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la santé intime, c'est un sujet qui, on va dire, d'actualité. Ce n'est pas vraiment, c'est pas un luxe d'en parler, c'est une nécessité. Parce que de nos jours, on constate, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien en consultation, les plaintes, les motifs de consultation vis-à-vis de cela sont assez nombreux. Donc du coup, parler de la santé intime d'une femme relève vraiment d'une nécessité parce que moins le sujet sera tabou, moins les femmes pourront être capables de détecter les problèmes à temps. Et si les choses sont détectées à temps, on pourra facilement soigner et ça va améliorer la qualité de vie. D'accord. Beaucoup de femmes ne connaissent pas bien leur anatomie, beaucoup ne connaissent pas ce que c'est que la santé intime. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment ça fonctionne, comment le vagin en bonne santé est censé fonctionner? Bon, le vagin en bonne santé, généralement, vous aurez des sécrétions. Déjà, en termes d'anatomie de la femme, il est nécessaire de parler de deux entités. Il y a la vulve, qui est en fait l'ensemble des organes génitaux externes de la femme, et il y a le vagin. La santé de la vulve peut être importante aussi pour améliorer la santé du vagin. Donc, de façon générale, le vagin, il va produire des pètes, oui, des sécrétions, voilà, qui doivent être interprétées par la femme en question. Les sécrétions peuvent être généralement blanchâtres, elles peuvent être claires, comme un blanc d'œuf cru, mais ça, c'est des choses qui varient en fonction de la période du cycle. C'est très important de le savoir. Donc, si vous avez en début de période, par exemple, des pètes blanches qui sont blanches, qui sont louches, voilà, blanches et louches, on peut s'imaginer, voilà, que c'est tout à fait normal. Mais en milieu de cycle, au moment de l'ovulation, si vous avez une sécrétion qui va ressembler à du blanc d'œuf, qui sera clair et limpide, avec une certaine filance, à ce moment, vous pouvez donc penser que voilà, vous êtes en ovulation et c'est tout à fait normal. Les pètes blanches ne devraient donc pas avoir d'odeur. Elles ne devraient pas être irritantes. Ça veut dire que vous ne devez pas vous gratter lorsque vous avez vos pètes blanches. Vous ne devez pas vous sentir brûler lorsque vous avez vos pètes blanches. Il ne doit pas avoir d'odeur et la couleur doit être blanche.
ou bien limpide. C'était justement ça la prochaine question. Oui. Quand est-ce qu'on doit voir un docteur? Là, vous avez dit si ça sent, oui. Si c'est coloré, oui. Et quoi d'autre? Si c'est coloré, si ça sent, si ça irrite ou si ça brûle, par exemple. D'accord. Oui. Quand on constate ça, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Est-ce qu'on peut utiliser les perles de yoni? Est-ce qu'on peut utiliser un peu de clou de girofle? Est-ce qu'on peut se laver avec du citron? Un peu mettre un peu d'ail? C'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Mais ça vraiment... aide quand même? Oh, non, je dirais pas. Je dirais pas. Par contre, c'est la croyance populaire. Ce qui est marrant, c'est que c'est la croyance populaire. Beaucoup de femmes, justement, lorsqu'elles ont ce problème, qu'est-ce qu'elles vont faire? Le plus souvent, elles vont se retourner vers des astuces. Les astuces qui sont prises ici et là. On vit dans un environnement où les réseaux sociaux pullulent un peu, les informations vont et viennent d'ici et d'ailleurs. Du coup, c'est vraiment très compliqué de démêler le faux du vrai. L'idéal, donc, n'est-ce pas, lorsque vous avez un problème, lorsque vous avez constaté ces pertes-là, c'est de se rapprocher le plus rapidement possible, simplement, d'un spécialiste pour une consultation qui sera plus appropriée. Est-ce que chaque femme est différente en termes de santé intime? Est-ce que qu'est-ce qui influence les variations qu'on voit pendant cette période ou pendant ces sécrétions-là? De façon générale, vous allez comprendre que toutes les femmes ont la même physiologie. Ça veut dire que les pertes blanches normales seront les mêmes chez toutes les femmes. C'est pareil. D'accord. Mais maintenant, les variations du cycle vont être différentes. Chaque femme a un cycle, mais les cycles ne sont pas pareils chez toutes les femmes. Et est-ce qu'avec l'âge aussi, ça change? Bien sûr, il y a des facteurs donc, qui vont influencer les sécrétions, par exemple. Par exemple, l'âge. Une femme qui est en ménopause n'aura pas les mêmes pertes, par exemple, ou bien elle va voir ses pertes disparaître par rapport à une femme qui n'est pas ménopausée. Une femme, par exemple, qui est une jeune prépubère, n'est-ce pas, va pas avoir les mêmes sécrétions qu'une jeune fille qui est déjà en âge de procréer. Donc, ça varie, il y a des facteurs qui favorisent la variation. Le nombre de partenaires, par exemple. Si vous avez des partenaires multiples, ça peut influencer justement vos sécrétions. Si vous avez votre qualité d'hygiène, par exemple, peut influencer. Et tout ça, justement, peut être regroupé dans un ensemble pathologique. Résident en gynécologie dans la ville de Yaoundé, quelles sont les maladies que vous retrouvez le plus chez les femmes camerounaises qui viennent se faire consulter? Voilà, donc de façon... En parlant de santé vaginale, bien sûr. Bien sûr. En gros, on va retrouver le plus souvent les vulvovaginites. Quand je dis vulvovaginite, c'est tout ce qui a trait en fait au déséquilibre de la flore vaginale. Vulvovaginite et des sécrétions qui sont malodorantes, pâteuses, bref, un changement, n'est-ce pas, dans la qualité des pertes blanches. À ça, maintenant, les causes peuvent être nombreuses. Par exemple, le Gardnerella vaginalis, qu'on retrouve le plus souvent chez les patientes et qui vont venir se plaindre de pertes blanches qui ne sentent pas bon, qui sentent le poisson pourri, la description qu'elle donne. C'est censé sentir quoi d'abord? C'est pas censé avoir d'odeur en fait. Donc du coup, lorsqu'il y a déjà une odeur, ça veut dire qu'il y a un problème. Vous pouvez avoir des pertes blanches qui vont peut-être être plus épaisses, plus jaunes, mais pas d'odeur. Mais c'est indicatif par exemple d'une vulvovaginite. Donc ça ne sent pas bon, ça ne sent pas mauvais. Oui, mais ça irrite, ça gratte. Voilà. Quand ça gratte, justement, c'est généralement pour dire qu'il y a peut-être un champignon qui s'est greffé là quelque part. Associé à ça, il y aura donc maintenant d'autres infections qui sont celles qui vont avoir trait aux infections sexuellement transmissibles qu'on retrouve le plus souvent. Des vaginites purulentes et toutes ces choses-là associées aux chlamydia et toutes les autres microbes qu'on peut connaître. Voilà. Les résultats après la complication, ça résulte en quoi? Les complications, généralement, au niveau, les complications les plus redoutées surtout seront l'infertilité, D'accord. Parce que si vous avez une infection vaginale, sachez que le vagin, en fait, c'est la porte d'entrée à tout un univers qui se trouve un peu plus haut, si on le considère ainsi. L'utérus est censé être en fait l'organe qui permet à ce que l'enfant puisse se greffer et puisse grandir à l'intérieur. Donc l'utérus, lui, il est censé être stérile. Il est censé être stérile. Donc, toutes les sécrétions qui sont produites en bas, généralement, et qui sont normales, sont aussi censées protéger en fait le vagin. Donc du coup, s'il y a un déséquilibre, s'il y a quelque chose qui amène à ce que le vagin, qui est la première porte d'entrée avant d'arriver à l'utérus, soit déséquilibré et que de mauvaises bactéries s'infiltrent, puissent se développer,
En fait, ils ne vont pas s'arrêter au vagin, ils vont simplement continuer leur vie. Donc, si j'ai des démangeaisons de rien du tout, je peux me retrouver sans enfant demain parce que je n'ai pas traité ces démangeaisons-là? Oui, bien sûr, parce que... Les petits trucs qu'ils font seulement comme ça 5 minutes? En réalité, ça dépend de la cause de la démangeaison. Parce que si la cause de la démangeaison, par exemple, ce sont des champignons, ou bien c'est peut-être une trichomonase, qui est généralement associée à un déséquilibre du vagin, ça veut dire en réalité que la flore vaginale est complètement détruite. Et si elle est détruite, ça veut dire que voilà, ils peuvent simplement continuer plus haut. S'ils arrivent au niveau de l'utérus qui est censé être stérile, ils vont créer des infections. Ils peuvent continuer au niveau des trompes, ils vont créer des infections. Ils peuvent arriver au niveau des ovaires, créer encore d'autres infections. La conséquence sera quoi? Cette inflammation-là va créer en fait un environnement qui ne sera pas propice à ce que soit la fécondation ait lieu. Je prends l'exemple par exemple avec les trompes qui vont se boucher à cause de l'infection, ou bien l'utérus qui va même être dans mauvaise qualité, ou bien même créer des abcès tubo-ovariens, voire des péritonites, qui vont laisser des adhérences dans le ventre et à la fin, on se retrouve avec un problème d'infertilité. Avez-vous un cas concret? Avez-vous déjà vécu un cas d'une femme qui a peut-être négligé des pertes blanches qui sentaient mauvais, qui démangeaient et puis qui s'est retrouvée presque infertile ou même infertile après? Le problème de l'infertilité, c'est que ça ne sera pas, vous n'allez pas forcément retrouver une femme qui a déjà une infertilité et vous allez soupçonner ça d'emblée. Vous savez très bien où ça va arriver si ce n'est pas soigné. Donc l'infertilité, c'est pas, le motif de constatation d'infertilité est un motif à part celui des démangeaisons ou autre chose. Oui, après peut-être les trompes bouchées ou alors je ne sais pas trop quoi. Est-ce qu'il y a des cas que vous avez déjà eu sous la main, que vous pouvez nous raconter, d'une femme qui a peut-être négligé sa santé intime ou santé vaginale qui a which led to that kind of result? Oui, c'est pour ça que je dis, les femmes qui vont venir généralement se plaindre d'infertilité ne vont pas forcément se plaindre de démangeaison. Mais lorsque vous allez interroger leur histoire, le plus souvent, ce sont des femmes qui ont eu souvent ces problèmes-là, soit des vulvovaginites à répétition, soit des vaginites qu'elles ont parfois négligées et qui étaient souvent même en rapport avec des chlamydioses ou autre chose. Quels sont les signaux qui doivent nous pousser à absolument se faire consulter? De façon générale, lorsque vous sentez que votre corps ne va pas bien, il faut être observateur. Est-ce qu'on doit attendre que le corps n'aille pas bien pour aller se faire consulter chez la femme? De façon, oui, parce que beaucoup de femmes, il y a cette croyance populaire qui demande à ce que le PCV, par exemple, soit fait. Justement, c'est la question que je voulais poser, parce que je connais une amie qui fait le PCV chaque mois. Pas nécessaire, parce qu'en réalité, comme on a dit au départ, je ne sais pas si je l'ai dit, le vagin est censé être un organe auto-nettoyant. En fait, il se nettoie tout seul. Généralement, c'est lorsqu'il sera déréglé ou bien lorsqu'il y aura un problème qu'il va vous poser des problèmes. Il va peut-être vous apporter des signes qui peuvent vous amener à consulter. Donc, inutile en fait de consulter ou bien de faire un PCV tous les mois si voilà, vous avez respecté les règles d'hygiène. Ce n'est pas nécessaire. Donc, la croyance qui demande en fait de faire un PCV tous les 3 mois, franchement, je ne la trouve pas nécessaire. Vous allez seulement consulter si vous avez remarqué qu'il y a un problème dans votre intimité. Quel genre de problème? Démangeaisons, pertes blanches qui ont changé, la couleur qui n'est pas comme d'habitude, des brûlures vulvaires. Ce sont des choses qui doivent vous amener en consultation le plus rapidement possible. Alors, je le disais à l'entame, beaucoup de femmes utilisent des remèdes traditionnels. On fait bouillir le clou de girofle, on s'assoit sur le seau, on met voilà, de l'ail. Ça c'est mon remède, l'ail. Il y a le citron, il y a les perles de yoni. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est pas conseillé justement de le faire? Mais je suis sûre que du point de vue médical, vous direz que c'est pas conseillé, mais est-ce que ça n'a pas fait ses preuves au fil du temps? Il est vrai qu'en science, n'est-ce pas, en science, on travaille en fonction des études. Ça veut dire que pour pouvoir dire que quelque chose fonctionne, moi en tant que médecin, je ne peux que l'affirmer si il a déjà été prouvé scientifiquement. Ça veut dire qu'une étude a été réalisée et on s'est rendu compte que ça marche. Bon, si j'amène 2, 3, 4 femmes ici et puis je dis que bon, toi tu as utilisé l'ail, elle me dit ça a fonctionné, toi tu as utilisé l'ail, ça a fonctionné, est-ce que ça compte? Le problème en fait, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui vont dire que ça marche, il y a aussi de nombreuses femmes qui vont dire que ça ne marche pas. Ça marche. Oui, bon, là, je ne sais pas, je ne vais pas dire. Je ne vais vraiment pas me lancer dans le débat de discuter si ça marche ou pas. Ce que je sais quand même, c'est que de l'expérience que moi j'ai déjà eue, j'ai vu plein de femmes. Je me rappelle d'une histoire banale, une femme qui était venue consulter. Elle avait justement des brûlures vulvaires. Des brûlures? Oui, des brûlures vulvaires. D'accord. Donc,
Lorsque je l'ai interrogée, elle m'a fait comprendre que voilà, elle avait eu à mettre de l'ail dans son vagin. Excusez-moi de vous demander, ça se présente comme les brûlures à l'eau chaude ou comment est-ce que ça se présente des brûlures vulvaires? Vraiment, ou ça chauffe juste quand vous faites pipi? Ça chauffe juste, voilà, ça peut chauffer quand vous faites, quand vous faites pipi, oui, ou bien ça démange. Et généralement, l'un va entraîner l'autre parce que parfois en démangeant, vous allez vous blesser. Et lorsque vous allez uriner, ça va chauffer, ou bien de façon naturelle, ça chauffe. Voilà, et puis cette femme, je me rappelle, justement, elle avait, en l'évaluant, en faisant un spéculum, on a retrouvé qu'il y avait 2 gousses d'ail qui étaient en fait en train de pratiquement se putréfier. Et vous voyez que c'est pas vraiment l'idéal. Donc du coup, dire qu'une pratique comme celle-là va marcher, je serais très sceptique par rapport à ce genre de pratique. Qu'est-ce que vous conseillez donc à la femme? Oui. Comment est-ce qu'elle doit s'occuper de sa santé intime? La santé intime ne demande pas grand-chose. De l'eau propre, un peu peut-être tiédi, voilà, nettoyer sa vulve avec de l'eau propre, un tissu propre, c'est tout. Le vagin, lui, se nettoie seul, il n'a pas besoin de savon. Donc, on n'envoie rien à l'intérieur pour nettoyer, pour que ça soit bien propre? Envoyer quelque chose à l'intérieur, en fait, c'est d'éviter déjà le déséquilibre. Mais même dans les pharmacies, je ne vais pas dire à l'hôpital, je vais dire dans les pharmacies, on conseille des ovules. On ne conseille pas les ovules pour se nettoyer naturellement. Les ovules sont prescrites, c'est une prescription médicale. Ça veut dire que je ne vais pas vous demander, vous n'allez pas aller prendre une ovule, parce que ça c'est aussi une pratique qui est répandue chez les femmes. Elles vont prendre, comme je disais une fois dans mes publications, si le polyginax pouvait parler, il dirait énormément de choses. Voilà, il y a plein d'ovules. Après, beaucoup de ladies ont cité le gynéphore et autres choses. Voilà. Donc, il y a vraiment plein d'ovules que les femmes ont tendance à prendre en automédication. Mais ce que vous devez savoir, c'est que c'est pour ça qu'on fait le PCV. Le PCV, lorsque il est fait, il y a ce qu'on appelle un antibiogramme. Ça veut dire qu'on va faire le PCV, on va trouver peut-être qu'il y a un microbe. Le microbe va être testé avec plusieurs médicaments et c'est à partir des médicaments qui seront fournis qu'on va vous faire une ordonnance. Donc, si vous allez prendre, par exemple, une ovule sans prescription, vous vous exposez en fait aux résistances. C'est pour ça que beaucoup de femmes... Bon, après, si ça revient et que j'ai les mêmes signes et mêmes symptômes, est-ce que je peux prendre le même médicament, la même ovule? C'est exactement ce que je suis en train de dire. Parce qu'en faisant cela, si vous prenez un médicament qui n'est pas adapté pour votre maladie, vous vous exposez en fait à ce que les microbes qui sont là continuent de résister. Vous allez perdre du temps et de l'argent en fait sans pour autant vous soigner parce que le médicament ne sera pas forcément efficace. Vous avez dit qu'on a besoin pour s'occuper de sa santé vaginale de l'eau uniquement, mais à quelle fréquence? À peut-être fréquence de bain, 2 fois par jour et l'idéal c'est de se nettoyer après chaque besoin. Ça veut dire qu'après avoir fait pipi, vous vous nettoyez, après avoir fait popo, vous vous nettoyez. Et il y a un sens même pour le nettoyage, au moment des besoins, il y a un sens. Parce que si vous vous nettoyez de devant en arrière, c'est l'idéal. Mais si vous nettoyez derrière en avant, vous vous mettez en danger. Parce qu'en faisant cela, vous prenez tout ce qui est dans la sphère digestive et vous amenez dans le vagin. Le corps obéit à une certaine règle. La plupart des microbes qui sont dans notre corps sont répartis dans des endroits précis. Si un microbe se retrouve à un endroit où il ne doit pas être, il devient méchant. Donc si vous prenez le microbe qui normalement reste au niveau de l'anus en général et que vous l'amenez dans le vagin, il devient directement très méchant. Donc c'est important de respecter ces règles-là. De l'eau propre, un tissu propre, se nettoyer au moins 2 fois par jour. Il ne faut pas toujours que ça soit sec? La vulve. Oui. Ça ne doit pas toujours être sec en bas là. Bon, sec, c'est trop dit, mais que ce soit sec, c'est bien. Maintenant, il y a des situations qui peuvent justement favoriser à ce qu'il y ait une certaine humidité. Et si l'humidité est associée à la chaleur, c'est pas bon parce que là, le vagin va être exposé et va être en danger. C'est la raison pour laquelle, par exemple, il est très important de porter les slips en coton. Parce que les slips en coton favorisent à ce que l'air puisse circuler. Du coup, il n'y a pas d'humidité, pas de chaleur. Et s'il n'y a pas d'humidité, pas de chaleur, il n'y a pas de macération. S'il y a de la macération tout autour de votre vulve, en fait, les microbes là vont profiter pour faire le désordre et ils peuvent s'infiltrer dans le vagin. Savon parfumé, douche vaginale, lingette, qu'en pensez-vous? Bon, c'est pas l'idéal. Comme j'ai dit, la santé du vagin, c'est eau propre, tissu, et voilà, ça suffit. Parce qu'en réalité, tout ce qui va être irritant peut être dangereux. On peut utiliser des savons, mais même s'il faut utiliser un savon, pour la santé intime, se rassurer que le savon, par exemple, soit un savon acide. Parce que le vagin, normalement, est constitué de bonnes bactéries et de mauvaises bactéries.
Sauf que les bonnes bactéries sont en plus grand nombre que les mauvaises bactéries. Lorsque vous déséquilibrez votre vagin, en réalité, vous êtes en train de détruire les bonnes bactéries qui apportent en fait l'acidité nécessaire pour protéger le vagin contre les mauvaises bactéries. Du coup, si votre vagin n'est plus acide, qu'est-ce qui se passe? Il est exposé à tout ce qui est méchant. Peut-être sucré. Non, il n'a pas de sucré. Au contraire, si le vagin est sucré, c'est très dangereux parce que si le vagin est sucré, vous êtes exposé aux démangeaisons. Ça va arriver très fréquemment si c'est que votre vagin est sucré, c'est pas bon. L'alimentation, l'hydratation, quel rôle ces deux-là jouent dans la bonne santé intime de la femme? L'hydratation, c'est déjà de façon générale pour toute la santé du corps, il faut s'hydrater. L'alimentation aussi, encore plus pour la santé intime parce que voilà, l'alimentation riche en probiotiques, c'est comme ça qu'on appelle ça. Après, les probiotiques en réalité sont des bonnes bactéries qu'on vend en pharmacie. L'alimentation peut donc être importante parce que si vous avez une alimentation très riche en probiotiques, vous pouvez justement apporter un certain équilibre à votre Quel aliment, par exemple, devons-nous privilégier? Les yaourts? Les yaourts, par exemple, qui sont souvent très riches en probiotiques, vous pouvez en prendre autant que vous pouvez. Le fromage? Fromage, beaucoup moins, surtout les yaourts, oui. Ok. Comment maintenir donc une bonne santé vaginale dans un contexte où on est sexuellement actif? Voilà, déjà il faut savoir se protéger. Les rapports sexuels devraient être protégés. À moins que, quand on a un seul partenaire? Oui, à moins que vous ayez fait tout le décès, ça veut dire que les bilans et tout ce qu'il y a à faire, s'assurer que voilà, chaque partenaire quand même respecte l'intimité de l'autre. Assurer l'hygiène comme on a dit, que ce soit avec l'hygiène intime, c'est-à-dire juste nettoyer avec de l'eau propre, des tissus propres, peut être intéressant. Éviter les savons qui vont dénaturer, éviter les antibiotiques, ça c'est quelque chose qu'on parle parce que voilà, les femmes elles ont tendance, il y a un antibiotique là qui est très à la mode, l'amoxicilline, tout le monde prend ça. Ça nettoie. Ben, l'amoxicilline c'est pas bien, comme je disais en fait, le vagin en fait c'est une sphère remplie de bactéries et les bactéries sont sensibles aussi. Les bactéries, vous voulez tuer une bactérie dans votre corps, vous prenez l'amoxicilline, sauf que l'amoxicilline quand vous le prenez, vous détruisez en même temps les bonnes bactéries de votre corps. Donc du coup, une femme qui va prendre des antibiotiques à l'emporte-pièce s'expose aussi justement à avoir des démangeaisons récurrentes. Quels sont les mythes les plus dangereux que vous entendez souvent en consultation au Cameroun autour de la santé vaginale? Bon, ça c'est les mêmes. Mettre l'ail dans le vagin. L'autre, j'ai entendu que le vinaigre a fait quoi? Ça rétrécit et ça rend propre. Ah, le vinaigre. Le vinaigre, en fait, l'anecdote c'est que le vinaigre, on l'utilise, le vinaigre est utilisé pour le dépistage du cancer du col. C'est-à-dire qu'il y a un examen pour détecter le cancer du col qu'on appelle le Via-Vili. Parmi les substances, justement, le principe, en fait, c'est de prendre des substances et de verser sur le col. On va essayer de colorer pour se rassurer qu'il n'y a pas de la maladie sur le col. Et parmi ces substances qu'on utilise pour verser sur le col, qui vont brûler un peu le col, n'est-ce pas? On a donc justement une substance qui s'apparente au vinaigre. Donc prendre le vinaigre en fait. Après le vinaigre aussi il est acide. Et puis, le vinaigre il est irritant aussi, il faut le dire. Bon. Voilà, donc du coup si vous le mettez dans le vagin, il va en fait brûler tout ce qui a brûlé et puis ça en va. En 2025, beaucoup de femmes ont encore très honte de parler de leur intimité ou de la santé vaginale. Quel est le message que vous passez à ces ladies-là? On les dit, je dirais simplement d'être plus ouverte. C'est vrai que c'est un sujet qui demeure assez tabou dans notre contexte, mais qui vaudrait mieux, n'est-ce pas, démystifier. Parce que en le démystifiant, en se confiant, en parlant des problèmes, en fait, on s'expose moins, on prévient les maladies et voilà, on s'assure d'une bonne santé. Le problème, en fait, qui se pose, c'est que les informations peuvent venir d'ici et d'ailleurs. Mais il faut chercher la bonne information. Qui de mieux est capable de distribuer la bonne information que celui qui a étudié la chose? Je pense que la réponse est toute trouvée. D'accord, Doc. Et je demandais aussi si vous avez un conseil à donner à toutes les femmes camerounaises qui nous écoutent pour préserver une bonne santé intime, même si elles ne vont pas à l'hôpital. Bon, comme je dis, les conseils sont les mêmes comme ce que j'ai déjà dit avant. S'assurer simplement d'avoir une bonne santé intime. Éviter des partenaires sexuels multiples,
s'assurer... Surtout ça. Oui, éviter les parties des sessions multiples. Bon, même si ça peut arriver, même si ce n'est pas conseillé, il faut quand même se protéger. Voilà, ne pas utiliser des savons non agréés pour la santé intime. Éviter les conseils de Facebook. Éviter de cuisiner, comme on dit souvent, de cuisiner sa vulve ou son vagin. C'est très important. Merci, docteur. Voilà. On se dit à la prochaine pour un autre sujet aussi palpitant que celui-ci. Ladies and gentlemen, right behind, let's meet Rosine Essomba. She has the health tips that mark this week. Les acrocordons, aussi appelés molluscum pentolum ou tétines cutanées, sont de petites excroissances de la peau, bénignes et molles, généralement de la même couleur que la peau. Leur apparition est souvent favorisée par le frottement de la peau, notamment dans les zones de plis, comme les aisselles, le cou ou sous la poitrine. Bien qu'ils soient inoffensifs, ils peuvent devenir gênants, surtout s'ils frottent contre les vêtements ou les bijoux. Nous vous proposons quelques solutions naturelles pour venir à bout de cette pathologie. Bicarbonate de soude et eau de jus de citron. Mélangez une petite quantité de bicarbonate de soude avec de l'eau ou du jus de citron pour former une pâte. Appliquez sur l'acrocordon, laissez agir quelques minutes, puis rincez. Vous pouvez également utiliser l'huile de raisin et bicarbonate de soude. Il suffit de mélanger ces deux ingrédients pour former une pâte et appliquer contre un baume pour assécher l'acrocordon. Appliquez la nuit, couvrez un pansement et rincez le lendemain. L'ail, écrasez des gousses d'ail et appliquez la pâte sur l'acrocordon, puis couvrez d'un pansement pour la nuit. Vinaigre de cidre, appliquez quotidiennement du vinaigre sur l'acrocordon à l'aide d'un coton, laissez agir quelques minutes, puis rincez. Le fil, il est parfois conseillé d'entourer l'acrocordon d'un fil pour le ligaturer et le faire tomber. Toutefois, si aucune de ces méthodes naturelles ne fonctionne ou vous aide, il est préférable de consulter un dermatologue pour obtenir un diagnostic précis et discuter des options de traitement les plus adaptées pour éviter tout risque d'infection ou de complications. Voilà qui met fin à notre astuce cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle astuce. Merci Rosine et rendez-vous la semaine prochaine. Les conseils du docteur cette semaine encore, c'est une signature mature de notre docteur, le docteur Tsatsop Cyril Thibault. Bonjour docteur. Aujourd'hui, je vais te parler d'une habitude que tu as qui fait en sorte que quand tu pars te coucher la nuit, tu as des difficultés à trouver le sommeil. Donc reste tranquille, je vais t'expliquer pas à pas pourquoi tu as probablement des difficultés à t'endormir la nuit quand tu pars te coucher. Alors tout récemment, on constate qu'il y a beaucoup de patients qui arrivent à l'hôpital et qui disent qu'ils ont des difficultés à s'endormir la nuit. Alors ceci est dû à une très mauvaise habitude qu'on voit de nos jours qui va de plus en plus grandissante, qui est tout simplement le fait de regarder le téléphone, de passer des heures sur le téléphone avant de s'endormir. Alors ceci pourquoi? Parce que dans votre organisme, il y a ce qu'on appelle la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Alors cette hormone-là, c'est l'hormone qui permet, qui envoie l'information à ton cerveau et qui dit à ton cerveau qu'il se fait tard et qu'il faut se reposer. Le problème, c'est que quand vous passez du temps sur le téléphone avant de vous endormir, quand vous partez vous coucher, vous prenez votre téléphone, vous scrollez sur Facebook, vous regardez les derniers Congosa, les derniers Japap, vous regardez TikTok, vous regardez les derniers trends, ce qui va se passer, c'est que l'écran de votre téléphone produit une lumière bleue. Cette lumière bleue-là réduit la production de mélatonine, ralentit la production de mélatonine dans l'organisme. L'information tout simplement qui va arriver à ton cerveau, c'est l'information contraire. Donc, qu'il fait encore jour, on doit encore rester en alerte, on ne doit pas se reposer, on ne doit pas dormir. Donc finalement, dès que tu vas éteindre ton téléphone, après avoir passé 31 heures de temps sur le téléphone, tu vas déposer le téléphone et tu vas te coucher. Malheureusement, il va falloir beaucoup trop de temps
pour que ton cerveau puisse comprendre qu'en effet, il se fait tard et il faut dormir. Donc tout ce temps-là, tu vas rester sur le lit, tu vas te tourner de gauche à droite, le sommeil ne vient pas, mais tout ceci à cause de cette mauvaise habitude que tu as développée sur le long terme. Donc le conseil que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est que si tu as constaté que tu as des difficultés à t'endormir la nuit et que tu passes beaucoup de temps sur le téléphone avant d'aller dormir, il faut arrêter cette habitude-là parce que c'est probablement aussi à l'origine de ton manque de sommeil. Donc, c'était le conseil que j'avais pour toi aujourd'hui. Je te donne rendez-vous, bien évidemment, pour une nouvelle vidéo et d'autres conseils de santé. D'ici à là, prends soin de ta santé et on dit merci, docteur. Merci, docteur, et rendez-vous la semaine prochaine. It is on this note, ladies and gentlemen, that we draw curtains on today's edition of Health Update on the African Television Vision 4. We're hoping that you learned one thing or two. We urge you to stay glued to the programs of the African Television. Right below your screens, there is a phone number through which you could contact us to give us ideas on topics you would like us to discuss on the program, to propose to us medical doctors you would like us to receive, to give your opinions about the program that you just watched. We also have a Facebook page, Health Update Vision 4 is the page name. You could contact us there. You could also watch our previous programs on YouTube. The page name is Ngwang Diana Joyce. Until next week, do well to stay glued to the programs of the African Television. And it was a pleasure being your host on today's program. We say goodbye. Goodbye, doctor. Merci. Au revoir. See you next week.